Colleagues, Chers collègues, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette première session sur les approches vertes au redressement post-Covid-19. La pandémie a créé une situation sans précédent. Les plans économiques post-Covid doivent refléter mettant les le processus est un défi, mais également une opportunité de renforcer les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et d'investir dans un avenir plus durable avec des systèmes de santé plus forts, moins de personnes vivant dans l'extrême pauvreté, la réduction des inégalités, un environnement sain et des sociétés plus résilientes. En approuvant des paquets de promotion et de relance, les parlementaires peuvent promouvoir un redressement holistique qui soutienne tous les aspects du développement durable. Les parlementaires joueront un rôle déterminant pour saisir cette occasion, comme l'a dit Madame Pelosi, de reconstruire en mieux en assurant que les efforts de reprise économique adoptent les principes de l'économie verte comme la décarbonisation, l'optimisation des ressources et l'inclusion sociale. Notre panel va essayer de déterminer quelles sont les actions parlementaires qui pourraient être prises pour soutenir ce redressement post-pandémie, de façon à ce que les engagements liés aux agendas du développement puissent être réalisés. Comment les parlementaires peuvent-ils assurer que les plans de redressement puissent appuyer la transition vers des modèles économiques plus durables, alignés sur une action climatique et sur les objectifs de développement durable? Quels efforts nationaux sont entrepris par les parlements pour assurer que ces paquets, ces trains de mesures pour le redressement s'occupent également du changement climatique? Nous avons 3 invités d'honneur aujourd'hui. Chacun d'entre eux aura 8 minutes à sa disposition. À 7 minutes, je vous indiquerai que vous n'avez plus qu'une minute et à 8 minutes, je sonnerai la cloche pour indiquer que votre temps est terminé. Je vais maintenant donner la parole à Madame Maria Nera, directrice du département de la santé publique, environnement et déterminants sociaux de la santé au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Madame Nera, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues parlementaires. Je suis vraiment très heureuse de m'adresser à vous. Nous connaissons votre pouvoir dans vos pays respectifs, votre influence, et c'est pour nous une occasion extraordinaire. Nous en sommes très reconnaissants d'ailleurs. Je suis moi-même un médecin. Je suis moi-même fonctionnaire de l'OMS et vous ne serez certainement pas surpris que je sois là pour vous présenter les arguments de santé en faveur de l'action climatique. Ce matin, nous avons vu toutes les raisons pour lesquelles, du point de vue de l'environnement, du point de vue des catastrophes humanitaires, du point de vue de l'équité, nous devons agir. Pourquoi, en tant que société, nous devons changer complètement notre façon de vivre, de consommer, de produire, de recycler et de transformer nos sociétés. Nous avons également entendu les jeunes. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire que des enfants nous disent que ce que nous faisons, c'est simplement de parler et rien d'autre. Alors, maintenant, voyons si en utilisant ces arguments centrés sur la santé, en mettant nos vies sur la ligne de front de ce débat, en racontant comment notre organisme et comment la santé humaine est affectée par la santé, voyons donc comment accélérer
l'action en faveur du climat et nous montrer plus ambitieux. Dans les conventions environnementales, il faut faire les choses parce qu'on doit protéger la planète. Nous, ce que nous voulons faire ici, c'est protéger la santé humaine. Et nous avons beaucoup perdu de temps. Vous imaginez que lorsqu'on parle de santé, on a très peu de temps devant nous. Mais je vais être très positive. En fait, les arguments de santé en faveur d'une action renforcée sur le front climatique, ces arguments sont très positifs. Ce que nous disons essentiellement, c'est que si vous mettez en œuvre l'accord de Paris, si vous exécutez, si vous vous engagez à mettre en place tout ce qui est dicté par l'accord de Paris, eh bien, ce que vous faites, et vous ne le savez peut-être pas, c'est de mettre en œuvre un traité de santé publique. Et probablement, ça sera l'un des traités les plus puissants qui soit, au bénéfice de notre santé. Car si on s'attaque au changement climatique, l'effet sur nos santé sera déterminant. Si l'on passe à un modèle plus durable de vie, eh bien, ce que nous ferons, en fait, et l'un des avantages les plus immédiats, ce sera une réduction de la pollution atmosphérique. Et cela signifie que nous pourrons réduire les 7 millions de morts prématurées que nous subissons chaque année. 7 millions de morts prématurées par an à cause de l'exposition à la pollution atmosphérique. Ce sera l'un des plus grands bénéfices venant d'une meilleure action climatique. Ce sera bon pour l'économie, pour la société, pour l'emploi, surtout basé sur des nouvelles sources d'énergie. Et en même temps, nous cesserons de polluer nos paysages, nos terres, nos mers et notre cerveau en causant tous les horribles dégâts que cela cause aujourd'hui. Une fois que nous sommes engagés dans cette transition basée sur la santé, les avantages viendront d'eux-mêmes et payeront les investissements qu'il va falloir faire maintenant pour aller plus audacieusement vers une action climatique efficace. Deuxième chose, si nous adoptons un modèle de consommation et de production alimentaire, y compris la gestion des déchets et des gaspillages alimentaires, qui représentent un tiers de la production, eh bien, si nous passons à un modèle comme celui-là, imaginez les avantages que représente pour notre santé une alimentation saine. Et là encore, les avantages seront énormes. Aujourd'hui, nous donnons des subventions, nous subventionnons les combustibles fossiles. Et vous savez, l'estimation de la subvention, on nous dit, et nos politiciens oublient, quel est le coût économique de cela? C'est que brûler ces combustibles fossiles, cela représente 3 trillions de dollars de coûts pour le système sanitaire. C'est-à-dire que la combustion de ces combustibles fossiles cause des maladies chroniques qui requièrent une hospitalisation de longue durée, en plus des décès que cela peut causer. Donc on perd des années de style de vie sain et nous ne pouvons pas le faire parce que nos poumons sont affectés et que nous subissons des maladies respiratoires chroniques. En ce qui concerne la législation, récemment, l'OMS a présenté de nouvelles directives sur la qualité de l'air. Nous savons qu'elles sont difficiles parce qu'elles sont contraignantes. Elles vont demander beaucoup de courage politique pour pouvoir changer les choses. Mais les vies que vous allez pouvoir épargner si vous mettez en œuvre ces directives relatives à la qualité de l'air, eh bien, nous pourrions réduire de 80% le nombre de décès causés par la pollution atmosphérique. Et cela représente 5,6 millions. En tant que politicien, vous pourriez réduire de 80% 7 millions de morts causées par la pollution atmosphérique. Ce serait une occasion politique extraordinaire. Si vous faites ça, je vote pour vous. Je suis prête, et comme je pense tous les citoyens. Et vous pourrez vendre cet argument comme étant le plus positif. Rien ne motive les gens plus que leur propre santé. Et
Nous parlons aujourd'hui avec des mouvements qui s'appellent les militants pour l'air propre ou les guerriers de l'air propre, parce que pour eux, la pollution est importante et elle a un effet sur les patients qui souffrent d'asthme, par exemple. Avez-vous jamais vu un enfant qui n'arrive pas à respirer et que l'on doit envoyer dans la rue où l'on sait qu'il va être exposé à de forts degrés de pollution atmosphérique? Alors là, on comprend qu'il faut changer la législation et et nous permettre de respirer un air propre. Donc, et ça, c'est évidemment l'atténuation des effets du changement climatique. Si vous mettez en œuvre de telles mesures, vous aurez une meilleure mobilité, les gens seront plus actifs, avec un style de vie moins sédentaire, moins d'obésité, des échanges sociaux plus importants dans nos villes. Les maires peuvent vraiment promouvoir un transport durable. Les politiciens, les parlementaires peuvent s'assurer de nous assurer un environnement sain. Et à ce moment-là, on peut jouer la carte économique, des bénéfices économiques. Donc, je ne sais pas, est-ce que je dois terminer? Je suis arrivée au bout de mes 8 minutes. Oui, en tout cas, mon argument est très clair. Si nous suivons ces arguments positifs, et si vous n'êtes toujours pas convaincu, alors il ne faudra pas dire que nous ne savions pas. Nous le savions, la science est là, les possibilités existent. Utilisez la santé comme argument parce que c'est un argument puissant qui va accélérer l'action climatique et les gens vont nous comprendre et nous suivre. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Maria Nera vous a... Monsieur Ajay Matour, directeur général de l'Alliance solaire internationale, qui va nous rejoindre à distance. Monsieur Mathur, vous avez la parole. Malheureusement, on n'entend pas l'intervenant. Can you hear me now? M'entendez-vous? Très bien. Merci beaucoup de cette opportunité qui m'est donnée. Merci de me permettre de partager avec vous mon propos. Vous, les parlementaires du monde, êtes réunis pour débattre d'une question extrêmement importante qui a un impact sur nous toutes et tous. Une question importante qui ne peut être réglée que quand nous changerons tous nos habitudes et notamment l'utilisation d'énergie renouvelable plutôt que d'énergie fossile. Je suis convaincu que la pandémie de Covid-19, qui a été catastrophique pour l'ensemble des pays du monde, je pense que cette pandémie est une opportunité. Grâce aux décisions concernant la reprise, il existe des opportunités pour de nouveaux flux de crédit, pour la croissance économique, pour créer de l'emploi. Que ce soit l'Australie avec son fonds, avec 80 millions, ou le Nigeria avec un fonds également qui a été mis en place, fortement doté, le Paraguay, la Thaïlande, la Banque de développement d'Afrique de l'Ouest. Partout, on voit que davantage d'argent est mis à disposition pour créer de nouveaux emplois, de nouvelles entreprises. Cependant, ces paquets, sauf dans les pays en développement, dans les pays développés, donc cet argent n'a pas été alloué à la reprise verte. En Finlande, 12 milliards de dollars appuieront la transition verte. Au Japon, donc, on trouve une enveloppe pour les technologies vertes. Il en va de même avec les mesures européennes, américaines, etc. Cependant,
Ce dont on a besoin, c'est de faire en sorte que cet argent qui est à disposition soit utilisé pour opérer une transition vers les énergies renouvelables. On voit que les énergies renouvelables et les technologies d'efficacité énergétique, où que ce soit, sont tirées par leur coût marginal faible. C'est important parce que pour des raisons liées à la compétitivité, liées à la productivité, on voit que les industries aux quatre coins du monde choisissent des technologies qui ont un coût plus faible opérationnel. Rappelez-vous, les combustibles fossiles, quand on les utilise pour faire de l'électricité, donc 50% du coût de l'électricité permet de payer les combustibles fossiles. Ce n'est pas la même chose avec les renouvelables. C'est pourquoi il y a de plus en plus d'investissements au cours des 2 dernières années qui ont été faits dans les renouvelables, dans le secteur public et privé. Donc cela nous fournit les conditions permettant au pays de développer un secteur énergie renouvelable qui soit compétitif. Ça nous permet de renforcer les technologies qui seront nécessaires à un avenir avec des énergies propres, y compris l'hydrogène, y compris les panneaux solaires, les batteries. Toutes ces technologies sont des technologies pour lesquelles il faut prendre des risques. On voit, notamment dans les pays en développement, dans les pays les moins développés, dans les petits États insulaires en développement, l'argent pour l'investissement n'arrive pas. Et donc, on ne passe pas au vert. Nous devons corriger cela. Les parlementaires du monde, chers parlementaires, je vous demande la chose suivante. Le défi, c'est de faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'argent dans tous les pays, à des taux d'intérêt que les pays sont en mesure de payer. Je vais vous donner un exemple. Dans certains pays d'Afrique subsaharienne, les taux d'intérêt sur l'argent investi dans le solaire s'élèvent jusqu'à 11 à 13% par an. À ce taux, ce n'est pas durable. Je vous demande donc, dans l'ensemble du monde, de mettre en place un mécanisme d'atténuation des risques mondial qui donnera la confiance au secteur privé pour investir dans les énergies renouvelables dans toutes les régions du monde. C'est essentiel parce que cela permet de permettre d'établir la confiance au sein duquel les investisseurs, les banques, les fonds puissent abonder et attendre un retour sur investissement. Mesdames et messieurs, grâce à cela, on aide les gens à avoir de l'énergie propre, notamment ceux qui n'ont jamais eu accès à cette énergie propre. On aide les gens à payer moins cher pour l'énergie. On aide les gens à respirer un air plus pauvre à la campagne ou dans les villes. On aide le monde ainsi à passer sur une trajectoire bas carbone et un avenir à émission zéro. Merci de votre attention et j'attends avec impatience vos délibérations et j'espère que dans les années à venir, vous réunirez pour lutter contre le changement climatique tout en permettant l'amélioration des vies des gens. Merci infiniment. Very many thanks. Merci, Monsieur le Directeur Général Mathieu. Je donne maintenant la parole à Monsieur Bruno Pozzi, directeur du Bureau du PNUE pour l'Europe. Merci, Monsieur le Président, et merci, honorables parlementaires.
Je suis très heureux d'être devant vous en représentation du programme des Nations Unies pour l'environnement. Je commencerai par quelques nouvelles provenant de Genève et l'adoption au sein du Conseil des droits de l'homme d'une résolution sur le droit de vivre dans un environnement sain et propre. C'est une mesure incroyable et un progrès exceptionnel vers l'incorporation de cette notion. Je voulais commencer par cette nouvelle toute fraîche que je vois comme une très bonne nouvelle. À l'Assemblée générale, Antonio Guterres, il y a un mois, a appelé à l'action. Il a dit: nous sommes sur les bords du gouffre et il faut agir. Cela est reflété dans son rapport à Common Agenda, publié il y a quelques semaines, qui met la planète, l'environnement, le climat au cœur des biens communs mondiaux. Et en faisant de l'environnement donc un bien public. La planète est confrontée à 3 crises, une crise triple. Alors, changement climatique, une crise qui est tout à fait réelle et qu'il va falloir certainement affronter de façon encore plus dynamique lors de la COP26, mais également la biodiversité. Plus d'1 million d'espèces sont à risque de disparaître et nous devons adopter un nouveau cadre sur la biodiversité. Je rappelle également la crise de la pollution, sur la qualité de l'air et autres dimensions qui ont été traitées également précédemment. Donc ces 3 crises simultanées ont été traitées lors des différentes conférences des parties, notamment par exemple on a parlé des déchets marins et de la pollution des mers. Et donc il faut s'attaquer à ces 3 crises ensemble. Et la Covid-19, avec les trains de mesures pour le redressement, offre une chance unique d'accélérer l'action en ce qui concerne la réalisation des ODD, les objectifs de développement durable et ses divers programmes. Le programme de redressement, tel que ça a été calculé à OPNUE, si on dépensait bien les fonds, pourrait réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. C'est pourquoi l'accord que la décarbonisation est certainement le type de politique le plus efficace, chose que l'on s'accorde à reconnaître aujourd'hui, n'est pas encore assurée d'une bonne base. Il faut encore appuyer cela sur un socle beaucoup plus solide. Le PNUD, le GIZ et le FMI ont calculé que sur les 350 000 politiques qui existent dans les pays, seulement 8% des dépenses totales comportent des caractéristiques vertes positives. Et quant à la nature, qui est le fondement de nos sociétés et de nos économies, eh bien, elle ne recueille que 3% des dépenses totales mondiales. Donc, les principales économies développées qui sont les plus responsables des crises planétaires sont en train de revenir ou de ne pas s'écarter en tout cas de politiques polluantes. Donc il faut faire des progrès dans plusieurs domaines. Premièrement, il faut fournir une énergie efficiente. L'équité, la connectivité pour les gens qui ont besoin de cette énergie, mais en même temps réduire les émissions de gaz à effet de serre en accordant la priorité à une énergie propre, renouvelable, en s'écartant du charbon, en reprogrammant les subventions actuellement données aux combustibles fossiles. Deuxième chose, les transports propres. Un quart des émissions de CO2 sont causées par les transports et nous pouvons promouvoir un transport de masse beaucoup plus propre et notamment dans le secteur de l'aviation en remplaçant les vols courts intérieurs par des transports par voie ferroviaire.
Et il faut passer à des énergies propres, également dans le secteur du bâtiment. Également efficience des matériaux, car cela permettra d'utiliser moins de ressources, mais également ça va verdir le bâtiment, créer des emplois propres et créer de nouvelles conditions de vie pour de nombreuses personnes. Chaque million de dollars investi dans des rétrofits, dans des mesures d'adaptation, de réfection d'anciens bâtiments, peut créer entre 9 et 13 nouveaux emplois. Et puis également les capitaux, la restauration des écosystèmes, les solutions basées sur la nature sont critiques pour restaurer la biodiversité. Si vous investissez dans des solutions basées sur la nature, vous pouvez fournir à peu près un tiers de l'atténuation de climat nécessaire, des effets climatiques pour pouvoir respecter l'ambition de 2 degrés Celsius comme limite de la hausse du réchauffement. Et puis décarboniser les économies. Comme je l'ai dit, à l'heure actuelle, on investit moins de 3% des dépenses pour avoir des énergies propres. Donc des progrès peuvent être faits dans ce sens. Et puis en ce qui concerne la recherche et le développement, là encore, une nouvelle vocation propre. 30 milliards de dollars en 2020 pour les investissements, mais il faut faire davantage. Ces investissements seront déterminants pour développer des solutions innovantes pour l'avenir, pour soutenir une circularité décarbonisée, une agriculture durable, une industrie plus propre, etc. La conversation ne porte pas seulement sur les dépenses, mais également sur la manière dont les marchés financent ces processus et comment ils tarifient les externalités. Donc il faut accorder sa véritable valeur à la nature et bien tenir compte des dommages. Donc incorporer la notion environnementale dans toute décision politique. Il faut également montrer de la solidarité en s'assurant que le capital puisse améliorer les chaînes d'approvisionnement en circularité dans le monde en développement et que le pays en développement puisse recueillir les fruits des investissements qu'ils font, puisque c'est eux qui aident le monde à résoudre cette crise climatique. En conclusion, nous avons une opportunité unique et c'est maintenant qu'il faut amorcer pour pouvoir créer le monde que nous voulons pour l'avenir, vivre en harmonie avec la nature à l'avantage de tous. Merci à Monsieur Pozzi. I will now Très bien, j'invite les délégués à participer au débat. Pour permettre la participation du plus grand nombre, les contributions seront limitées à 2 minutes. 16 intervenants et chefs de délégation ont exprimé leur désir de participer à ce débat. Donc, j'invite d'abord l'intervenant Chaduri, président du Parlement du Bangladesh. Madame, merci, monsieur le modérateur. C'est un honneur pour moi de participer à cette réunion parlementaire pré-COP 26 dans la ville magnifique de Rome. Je me félicite auprès des organisateurs, le Parlement d'Italie et l'Union interparlementaire d'avoir organisé cette réunion très importante. Je voudrais très rapidement partager avec vous nos approches de reprise verte suite à la Covid-19 au Bangladesh. Nous souhaitons renforcer la résilience, le développement durable en éliminant la pauvreté grâce aux mesures de reprise. Nous pensons que aucune reprise ne sera possible si elle n'est pas juste, inclusive et ambitieuse, visant les gains du développement pourraient être énormes. Suite à la reprise économique, suite à la Covid-19, pour faire en sorte d'être résilient, les investissements habituels doivent être éliminés.
On doit mettre en place des plans de reprise qui permettent de lutter contre la dégradation de l'environnement. Donc, nous avons adopté une stratégie avec une stratégie d'inclusivité, y compris une croissance, stratégie verte, malgré le fait que le Bangladesh soit vulnérable, il veut jouer un rôle pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'objectif principal du Bangladesh, c'est de renforcer sa résilience vis-à-vis de l'impact du changement climatique. Mais le Bangladesh s'engage à adopter une approche progressive pour développer son économie bas carbone en renforçant les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Plus de 6,2 millions donc de notre monnaie ont été alloués pour garantir un accès à l'électricité à 12% de la population totale vivant dans les zones reculées. On met l'accent sur le solaire, l'irrigation solaire. Votre temps est arrivé à sa fin. Merci. Madame Prast, membre du Sénat des Pays-Bas. Bonjour, chers collègues. La pandémie nous force à penser à notre santé. C'est également... Donc, cela nous fait penser à nos écosystèmes. Au début, tout le monde pensait que ça n'allait durer que quelques mois. Mais 2 mois plus tard, voilà. Nous portons encore des masques FFP2. Nous avons été testés et certaines régions du monde ne sont pas encore vaccinées. Pour nous, relancer l'économie ou notre vie normale, comme avant la pandémie, n'était pas une option. À cause du confinement, dont nous avons fait l'expérience de la solitude, nous avons pensé à la nature pour protéger notre économie. Nous avons une opportunité grâce à l'Union européenne pour mettre en place des plans de résilience nationaux. 50% des 5 milliards d'euros doivent être des investissements verts qui mettent l'accent sur la mobilité verte, des villes vertes, entre autres, mais notamment également l'efficacité énergétique. Ce genre d'investissement a de nombreux avantages. Chaque kilowatt non consommé est le moins cher et le plus vert. Voilà, c'est ça qui aide les ménages. Chers collègues, c'est peut-être étrange de dire cela, mais nous devons tirer parti de l'opportunité de l'épidémie. On doit investir de façon verte et durable. Merci. Maria Prast, pardon. Andreas Griffroy, premier vice-président du Sénat de la Belgique. Tout d'abord, merci au Parlement italien de son hospitalité. Je me félicite de pouvoir contribuer en tant que membre du Parlement néerlandais, en tant que sénatrice du Parti animaliste au débat d'aujourd'hui. J'ai 2 propositions à faire afin de promouvoir la durabilité. Ces propositions ne nécessitent pas de fonds publics et ne limitent pas la liberté de choix des citoyens. La semaine passée, le ministre des Affaires étrangères néerlandais a répondu à une question que j'ai posée au Sénat. Et il a dit que d'après le gouvernement, les produits carnés devraient être exclus de toute promotion alimentaire financée par l'Union européenne. Je vous invite tous à adopter la position de mon gouvernement. Pourquoi? C'est important. La consommation de viande constitue l'une des causes principales du changement climatique et de la faim dans le monde. En effet, la production d'un hamburger de bœuf nécessite 1500 litres d'eau et émet 1,8 kg de gaz à effet de serre.
Bien des années avant l'apparition de la Covid, le bureau scientifique de mon pays alertait quant au risque d'une pandémie due à l'élevage d'animaux. Deuxième proposition, elle puise dans l'économie comportementale. Le prix Nobel, 20 secondes. Richard Thaler a montré que 80% des personnes choisissent ce qu'on lui propose comme proposition de base. C'est pourquoi mon parti animaliste des Pays-Bas a proposé comme menu de base un menu végétarien au cours des déjeuners et des dîners officiels. Qui préfère la viande le peut dire à l'avance, comme on le fait en général quand on demande un menu végétarien. La ville d'Amsterdam et presque toutes les universités ont choisi ce système carnivore. Dis-le. Je vous invite toutes et tous à mettre ce concept sur la table de vos pays. Merci de votre attention. Il s'agissait donc de la représentante des Pays-Bas. Piero Fassino, président du Comité Affaires étrangères de la Chambre des députés de l'Italie. Merci, Monsieur le Président. Voilà, nous sommes réunis au sein de la COP parlementaire. La question est la suivante. Quelle est la responsabilité des parlements et que peuvent-ils faire pour réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés? Je pense que nous avons deux responsabilités. La première est liée au rapport avec nos électeurs. Je pense que nos collèges électoraux, dans nos constitutions, le rapport avec nos citoyens, eh bien, nous avons le devoir d'orienter, de renforcer la sensibilisation, la prise de conscience quant à l'importance stratégique de cette question environnementale qui doit constituer une priorité entre toutes. Nous avons assisté à une grande manifestation ces jours passés qui ont réuni des jeunes. Nous savons que les jeunes sont particulièrement sensibles à ces questions. Cependant, cette sensibilité ne se retrouve pas dans toutes les classes d'âge ni dans toutes les classes sociales. Et pourtant, ces questions dont nous débattons sont liées à la vie, l'avenir de la planète, l'avenir de chacun d'entre nous et de nos sociétés. Il s'agit donc d'une responsabilité qui incombe aux représentants afin que les citoyens soient conscients de ces questions. Deuxième responsabilité, nous sommes les législateurs. Nos parlements ont le devoir de réaliser de façon législative les objectifs que nous nous sommes fixés, comme on atteint la neutralité climatique. Grâce à quel outil législatif, à quelle loi, comment harmoniser la législation fiscale, la législation pour le financement et les incitations au financement pour la recherche, la biodiversité. Comment traduire l'innovation législative cohérente vis-à-vis des objectifs donc stratégiques pour l'avenir de notre planète. Voilà, ça c'est notre responsabilité. Merci. Mon zone président de du comité interparlementaire de la Chambre des représentants d'Indonésie. Merci, Excellence. Chers amis, je serai très bref en m'arrêtant sur deux points. Tout d'abord, la pandémie de Covid-19 donc a touché de nombreux aspects de nos vies. Cela constitue également une opportunité pour changer la donne, pour passer vers une économie verte et construire un avenir bas en carbone, pour renforcer la durabilité dans la reprise. Il n'y a pas de solution bonne pour tout le monde. Tous les pays ont différentes priorités, différentes circonstances. Et donc, l'approche verte à la reprise doit être intégrée dans le contexte du développement durable et d'éradication de la pauvreté pour pouvoir assurer la reprise en ne laissant personne de côté. Dans ce processus, la transition vers une économie à bas carbone doit être juste, inclusive, abordable. Deuxième point, il est essentiel pour nous d'aligner la reprise Covid-19 et les politiques de changement climatique. La reprise durable ne sera pas possible si on revient à nos pratiques d'avant la Covid. Donc, le Parlement joue un rôle clé pour permettre une reprise immédiate et sur le long terme. Nous devons faire en sorte que les mesures législatives à l'appui de la reprise soient conformes à nos cibles sur le long terme en termes d'écologie. En plus de cela, je voudrais m'arrêter sur la coopération mondiale et le multilatéralisme. La Covid-19 a déclenché
une crise économique et de santé qui nécessite davantage de coopération en tant que membres des parlements. Nous devons également promouvoir les partenariats et la coopération avec tous les pays et avec différentes parties prenantes pour transformer les défis de reprise en opportunités économiques à l'appui de l'action climatique. Merci de votre attention. Merci. Chuan Phong Don, membre du comité sur les affaires étrangères de l'Assemblée nationale du Vietnam. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, dans l'ère actuelle, le développement d'économies vertes est inévitable. L'impact grave de la pandémie de Covid-19 a montré qu'un mode de vie bon pour l'environnement en harmonie avec la nature est essentiel. Le Vietnam est un pays qui a été durement touché par le changement climatique. C'est pourquoi nous sommes pleinement d'accord avec le fait que l'option essentielle pour le long terme, c'est le développement vert, qui doit être accompagné par des progrès sociaux et l'équité. En ce qui concerne les approches vertes à la reprise Covid-19, 2 points. Tout d'abord, les politiques sur la reprise verte et l'économie verte doivent être développées et mises en œuvre à l'échelon régional et mondial dans le cadre du programme à l'horizon 2030 et de l'accord sur le climat. Deuxième point, on doit mettre en place un cadre juridique équitable pour appuyer les organisations, les personnes vis-à-vis des orientations vertes et la protection de l'environnement. Troisième point, la sensibilisation du public sur les opportunités vertes doit être renforcée. Quatrième point, la transition verte nécessite une feuille de route appropriée qui prenne en condition les différentes conditions et capacités de chaque pays. Dans ce processus, tous les pays doivent respecter le principe de solidarité, de responsabilité partagée en termes de technologie, finances, santé, notamment en ce qui concerne les vaccins, etc., afin de pouvoir ensemble sortir rapidement de cette épidémie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, Mohamed Hassan Goussar, membre du Sénat du Nigeria. Monsieur le Président, chers intervenants, sans aucun doute, le Nigeria est un grand producteur de pétrole et nous faisons face à des défis climatiques. Donc, nous avons la planification pétrolière. Nous avons la question du gaz. Nous avons la question du pétrole dans le delta du Niger. Troisième point, les États du Nord. La région du bassin du lac Tchad, situation préoccupante. Production d'emplois dans de nombreuses régions du Nigeria. Le gouvernement du Nigeria donc a utilisé tous les protocoles, les instruments internationaux liés au climat et on a mis en place différents programmes, des projets vis-à-vis du changement climatique, mis en place différentes agences liées à ces questions. Le Nigeria, en 2015, s'est engagé avec d'autres pays africains à louer de permettre la restauration de terres dégradées. Il y a un fort écho. Donc, en juillet 2021, l'Assemblée du Nigeria a adopté un projet ambitieux. Voilà, concernant le pétrole. En 2008, nous avons également adopté un autre projet ambitieux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Paul Gall, membre de la Chambre des députés du Luxembourg. À vous. Merci, Monsieur le Président.
Voilà, nous venons d'un petit pays, donc je vais essayer d'être bref. Alors, je vois 3 leçons tirées de la Covid. Tout d'abord, nous vivons une époque très importante et ce qui relie la crise de la Covid à la crise climatique, c'est que ces deux crises sont liées au droit à la vie et le droit à la santé. Et nous, en tant que parlementaires, nous comprenons qu'il est essentiel de relever ces défis moraux essentiels. Deuxième leçon, la crise de la Covid. Lors de la crise de la Covid-19, nous savions tous que faire. Il en va de même avec la crise climatique. Pour nos jeunes, pour la justice sociale, pour les populations autochtones, les populations pauvres, etc. Donc agissons parce que la crise de la Covid nous a montré que les crises mondiales peuvent être résolues ensemble. Troisième leçon que je tire de cette crise de la Covid-19, même si on sait ce que l'on fait, ce que l'on doit faire, parfois ça ne marche pas. Il y a des raisons qui expliquent cela. Si on s'en tient aux vieilles solutions, ça ne fonctionne pas. La distribution des vaccins dans le monde n'a pas fonctionné aussi bien qu'elle ne l'aurait dû. Et il en ira de même avec la justice climatique. Certains pays ne pourront pas se permettre la transition et certains pays pourront se la permettre. Nous voyons qu'on a besoin d'instruments très forts pour la justice mondiale. C'est ce que nous apprend la crise de la Covid-19. Merci. Mohsen Ali Bassora, vice-président de la Chambre des représentants du Yémen. مساء الخير. جئتكم من اليمن واليمن بها حرب. Bonjour à tous, je viens du Yémen et nous faisons face à une guerre très importante. On a fait l'expérience de la Covid, on a été touché par la Covid, le drame de la Covid, le drame de la guerre. Nous l'avons vécu dans notre pays, le Yémen, malgré les guerres et la Covid et malgré le nombre de victimes. Le Yémen a beaucoup souffert. Nos parlements, cependant, a travaillé main dans la main avec le gouvernement. Aujourd'hui, le Yémen relève de nombreux défis et nous mettons à disposition le vaccin aux différentes provinces et gouvernorats. C'est une grande tragédie. On fait face donc à une grande tragédie avec une marée noire, 1 milliard de barils qui pourrait entraîner une grande pollution si le monde n'agit pas vite pour contraindre les Houthis et l'Iran à transférer les barils de pétrole qui sont sur ce pétrolier, sans quoi la tragédie risque d'être mondiale. En tant que parlementaire, on doit trouver une solution et on doit travailler, mettre un terme à la guerre. On doit adopter des lois à partir d'aujourd'hui. À la lumière de la pandémie, on doit travailler pour atténuer les souffrances de notre peuple. Mohsen Ali Veldowski, membre de l'Assemblée de Macédoine du Nord. Member Velkovsky. Monsieur Velkovsky? Oui. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs, cette réunion a convoqué les parlementaires du monde entier en un moment crucial. Nous sommes en train de reprendre après une pandémie de presque 2 ans. Il faut donc que nous prenions nos responsabilités pour lutter contre une pandémie comme la Covid-19 et le changement climatique ensemble, dans le cadre de plans de redressement. La réunion de la COP26 est une occasion qui ne doit pas être perdue, Mesdames, Messieurs, afin de surmonter les conséquences de la pandémie. Dans la République de Macédoine du Nord, nous avons initié des mesures de soutien
pendant la crise de la Covid-19, mais également des mesures de développement pour le redressement post-Covid et la mise en œuvre de 6 trains de mesures qui représentent 11% de notre PIB, puisque la Macédoine du Nord a l'un des plus petits, des baisses les moins importantes du PIB de la région, et nous avons également appliqué les mesures de redressement dans le cadre de l'entente verte de l'Europe. Notre engagement est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire la pollution, et en avril de cette année, nous avons adopté une contribution déterminée au plan national actualisé dans le cadre de l'accord de Paris. Nous avons ainsi préparé la décarbonisation et nous allons vers une société plus résiliente. Nous nous sommes fixés un objectif extrêmement ambitieux de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 51% par rapport à 1990 en 2030. Et nous avons adopté une stratégie à long terme sur l'action climatique. Et la loi est au dernier stade de sa préparation. Donc je n'ai pas trop de temps, mais merci de votre attention. Merci beaucoup, dit l'orateur en italien. Je donne la parole au président du comité de l'environnement de l'Assemblée nationale du Gabon. Le président, le Gabon salue et félicite le Parlement italien pour cette grande réunion. Le Gabon a 2 propositions à faire. La première, c'est celle de mettre un accent très appuyé sur la conservation des écosystèmes dans tous les continents et quel que soit le genre. La deuxième proposition, c'est de procéder à une rénovation énergétique de l'habitat, c'est-à-dire vulgariser dans les habitations et les locaux commerciaux et industriels des technologies et équipements qui permettent d'économiser l'électricité et l'eau, par exemple les lampes et robinets programmables. De manière générale, il convient d'élargir, en particulier dans les pays en voie de développement, l'usage des points lumineux à basse consommation pour mieux gérer l'énergie, l'électricité, faire des économies à ce niveau-là. Je vous remercie. Je donne la parole à Paola Nunez, membre du comité de l'environnement du Sénat italien. Le redressement post-pandémie risque de manquer aux objectifs de justice environnementale et sociale pour poursuivre avec trop de précipitation l'exigence de récupérer sur le plan économique tout ce que l'on a perdu pendant la pandémie. Le pilier de l'Europe a un double objectif: réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 de 55% et atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050. Et c'est pour cela que l'on a affecté 37% des dépenses de chaque budget pour cet objectif. Et c'est un objectif audacieux. On n'y arrivera pas si l'on emprunte des voies erronées. Et nous allons être engagés là-dedans pendant les prochaines décennies. Et avec des opérations de transformation de modèles économiques et productifs trop timides ou en misant sur la libéralisation privée sans contrôle public, on n'y arrivera pas. Et non plus par une consommation prédatoire des ressources, des zones terrestres et marines. Il faut donc réduire les disparités locales, les inégalités entre les sexes et les inégalités de revenus. L'Europe a attribué des financements aux pays sur la base de critères très précis qu'il faut absolument respecter. La croissance économique qui nous semble optimiste, ne doit pas nous faire oublier qu'elle est le fruit de politiques expansives des pays et des banques avec un recours très vaste à l'endettement, avec des
recours précipité à l'emprunt. Donc, l'objectif, c'est la justice sociale, la justice environnementale. Nous devons affronter l'urgence climatique comme nous l'avons fait avec l'urgence Covid-19. Ah, je n'avais pas fini. Oui, mais votre temps est fini, madame. Désolée. Alors, je donne la parole au membre de l'Assemblée nationale de l'Équateur, Washington Varela. Merci, Monsieur le Président. Dans notre pays, qui est un pays très diversifié, qui a dans sa géographie les îles Galapagos, l'Amazonie, un écosystème forestier humide tropical, le plus étendu du système, il est urgent de renforcer et de récupérer l'économie par des initiatives économiques qui valorisent l'identité culturelle et les savoirs ancestraux des peuples autochtones et l'utilisation durable des ressources génétiques et biologiques. Dans des scénarios de crise comme celui du changement climatique et en une époque de pandémie, les peuples de nationalité du territoire équatorien ont su contrôler avec leur sagesse ancestrale les risques climatiques et écologiques à partir de bonnes pratiques en ce qui concerne l'utilisation de la biodiversité, l'autosuffisance, la souveraineté alimentaire, la solidarité communautaire et l'utilisation d'herbes médicinales ancestrales, y compris des sessions spirituelles. Et cela a permis de contrôler la contagion à partir de la prévention et du renforcement du système immunitaire des personnes. L'Équateur, pour passer à une durabilité de son économie, exige des politiques et des cadres normatifs qui encourage la bioprospection, la recherche et le développement technologique et l'amélioration de la productivité articulée autour de la bio-industrie, avec des investissements publics, privés, communautaires, qui proposent des solutions aux défis de la dégradation et des écosystèmes dans le cadre de la bioéconomie et de l'économie circulaire. Merci. Monsieur José Pizarro, président du Parlement Amérique latine et Caraïbes. Monsieur Pizarro, s'il n'est pas là, je donne la parole à Monsieur André Tchernigoy, membre de l'Assemblée nationale de la Slovénie. Le coronavirus a affecté l'Europe et le monde entier et tous les systèmes ont été mis au défi. Et surtout notre façon de vivre ensemble. La Slovénie, tous les États membres promeuvent une Europe verte en mettant en œuvre de nouveaux instruments, de nouvelles générations qui doivent être adaptées au développement spécifique de chaque État. Comme nous l'avons dit, unis dans la diversité. En tant que jeune chrétien démocrate parlementaire, j'étais confronté à certains de ces défis. Notre parti a toujours une influence historique et nous le ferons en accordant la priorité aux infrastructures vertes, à la circularité, à l'efficience énergétique, à l'investissement dans l'emploi vert, et dans les jeunes qui ont de grandes attentes. Et la qualité de la vie doit améliorer dans notre pays. Et en plus, les jeunes sont l'avenir. Chez nous, grande pénurie de logements, les possibilités de vie sont limitées et la population est concentrée dans les grands centres urbains. Pour moi, vert, c'est aussi retour des jeunes dans les campagnes. En Slovénie et ailleurs, la bureaucratie et quelques ONG ont déjà détruit de nombreux projets durables, les fermes éoliennes. Il faut vraiment des années pour instaurer une économie verte. Une politique verte peut stimuler de nombreuses industries, mais peut les chasser d'Europe.
Le populisme à tout prix est un élément contraire au bien-être et aux politiques vertes. Il faut que l'Europe s'ouvre à la compétitivité et non pas se ferme. Et il faut savoir que sans sortir des sentiers battus, nous n'y arriverons pas. La Slovénie participe à la COP26 et nous pensons que cela contribuera de façon précieuse à des actions neutres du point de vue du climat. Je donne la parole à Ivan Čelić, membre du Parlement de la Croatie. Monsieur Čelić. Chers collègues, une nouvelle infrastructure verte, voilà ce dont nos sociétés et États ont besoin. En tant que parlementaires, nous avons un rôle crucial à jouer pour que les infrastructures soient également mises en place de façon licite. Il faut soutenir des politiques nécessaires d'investissement public dans l'économie verte. Le Parlement croate a donc passé une série de lois lançant un signal d'une transition vers une économie plus verte. Dans la même veine, en particulier, la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030 qui incorpore les principaux développements, les principales mesures vers une transition verte et numérique. La stratégie d'adaptation au changement climatique à l'horizon 2030 doit également être mentionnée. Il y a un certain nombre d'autres législations qui couvrent ce thème. Je souligne également que nous devons encourager la participation publique car les mesures d'urgence liées à la Covid-19 ont eu un effet négatif sur le rôle du public sur les questions environnementales. Pour conclure, la pandémie mondiale est un point de départ potentiel pour un nouveau mode de vie économique, changer la manière dont nous vivons et commencer à respecter notre environnement qui nous donne de l'énergie, de l'alimentation, des aliments et de l'eau. Et se demander si nos modèles de vie contemporains doivent nécessairement passer par la dévastation de la nature. C'est un impératif moral que de comprendre que nous, humains, sommes seulement des locataires et que ce sont nos enfants qui hériteront de cette planète. Merci. César Sanchez, membre du comité de la transition écologique de l'Espagne. Merci à l'organisation de nous permettre de partager nos préoccupations ici et nous voyons que la Covid a été le résultat de la cause de la plus grande crise économique de ces dernières décennies, amenant une grande incertitude. C'est un moment historique. Il faut agir pour récupérer nos économies, redresser nos pays du point de vue également émotionnel. Et nous sommes la dernière génération qui peut faire quelque chose. Je voulais partager 3 réflexions. Un monde qui veut limiter la dégradation de l'environnement ne peut être qu'un monde qui respecte la circularité. Deuxièmement, la lutte contre le changement climatique et l'économie vont main dans la main, ou bien c'est l'environnement qui en payera le prix. Et bien sûr, les familles, les personnes. Troisième chose, il est inéluctable de contribuer à une transition juste. On ne peut pas faire de laisser pour compte. On ne peut pas laisser derrière nous ceux qui ont le plus de difficultés à effectuer cette transition, qu'il s'agisse de pays, comme on l'a dit ici, d'entreprises ou de citoyens. Nous n'arriverons à bon port que si nous traversons tous ensemble. Merci. Monsieur Hervé Maurey, membre du Sénat de France. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, la pandémie a prouvé, s'il en était besoin, le lien entre l'activité économique et l'environnement.
Déjà parce qu'il n'est pas invraisemblable que la pandémie ait été provoquée par des zoonoses, elles-mêmes consécutives à des dérèglements climatiques. Ensuite parce que la baisse de l'activité économique a provoqué une baisse des émissions de CO2. Et selon l'OCDE, il faudrait que cette diminution de l'activité économique se prolonge jusqu'en 2030 pour pouvoir respecter l'ambition de ne pas dépasser 1 degré de réchauffement climatique. C'est dire l'importance des efforts qui doivent être faits. Et dans ce contexte, je crois qu'il ne faut pas que les plans de relance sacrifient l'écologie, mais au contraire qu'elles accélèrent la transition écologique. Ce n'est pas si évident que ça, parce que selon des études récentes de l'OCDE, aujourd'hui, seulement 48% des plans de relance qui ont été présentés dans le cadre des pays de l'OCDE mentionnent le climat. C'est dire que la situation n'est pas totalement satisfaisante. La France a inclus dans son plan de relance un volet écologie. L'Union européenne a également conditionné ses aides au respect d'objectifs environnementaux. C'est une bonne chose, mais je crois qu'il faut ensuite veiller à ce que ces objectifs, à ce que ces ambitions soient réellement tenues. La COP 26 va très certainement permettre de revoir à la hausse des engagements qui ont été pris dans le cadre de la COP 21. Là aussi, revoir à la hausse les engagements, c'est une bonne chose, mais ensuite nous devons veiller à tout ce que cela ne reste pas lettre morte. Et je crois que le Parlement doit avoir un rôle plus important en la matière. Nous ne devons pas laisser, nous ne devons pas laisser à la société civile et aux organisations non gouvernementales le monopole d'être la vigie du respect des engagements pris en matière d'environnement. Et je crois que sur ce point, il faut être très, très vigilant et très impliqué. Et c'est ce à quoi je voulais vous appeler, mes chers collègues. Thank you very much. And now on... Merci. Monsieur Tullio Patassini, membre du comité de l'environnement de la Chambre des députés italienne. Chers collègues, avec la pression sanitaire de la Covid-19, on assiste donc, depuis la réduction de la crise, à une reprise du PIB. Il y a une augmentation du coût des matières premières, un facteur qui met en crise différents secteurs de production, et une demande croissante d'énergie de la part du système industriel mondial, avec une explosion des prix. Et l'Europe, avec le Green New Deal, a défini un objectif très ambitieux pour éliminer les gaz à effet de serre d'ici 2050. Et il est important de parler de décarbonisation durable. Il y a des questions de durabilité environnementale, de consommation du sol, d'activités agricoles et d'écosystèmes. Et souvent, de pollution. Donc tous les choix doivent tenir compte de la durabilité économique et de la durabilité sociale en partant des sujets les plus vulnérables. Les coûts plus élevés de l'énergie, qui nécessitent également un subventionnement du processus de décarbonisation, frappent durement les familles à travers l'augmentation de leurs dépenses énergétiques. Et cela fait baisser la compétitivité au niveau international. Nous pensons qu'il est important de prévoir un développement durable, pas par une décroissance qui frappe les plus faibles. Les niveaux d'énergie renforcés doivent dériver d'une pluralité de sources de production en insistant sur les mesures de renforcement, de résilience, de sécurité du système énergétique, avec une stratégie dans ce domaine. Si un jour, par exemple, il n'y avait pas de vent ou de soleil, quels seraient les effets pour un pays? Il faut donc poursuivre la décarbonisation tous ensemble dans un processus où chacun joue le rôle qui lui revient. Et on disait donc, avançons, disons comme Manzoni dans les Promessi Sposi, avançons, mais de façon raisonnée. Regardons l'avenir, mais de façon équilibrée. Merci. Now, honourable member. Gladys Esther González, membre du Sénat de l'Argentine. Merci, Monsieur le Président. Merci de la décision de donner la voix aux parlementaires du monde pour transformer la reprise verte de cette pandémie en une reprise verte durable. Pour cela, on doit mettre au cœur de nos décisions la protection de l'environnement et l'inclusion sociale. Il s'agit de reconnaître que le changement climatique
constituent la principale menace aux droits humains sociaux. C'est une grande injustice qui font que, alors que les pauvres du monde, malgré que les pauvres n'ont pas contribué au changement climatique, ce sont eux qui en paient les conséquences. Nous devons relever ce défi sans laisser personne de côté, sans laisser les pays en développement de côté, sans laisser des communautés vulnérables de côté. C'est de cela qu'il s'agit quand on parle de justice climatique, quand on parle de transition juste. Dans notre pays, l'Argentine, le Congrès de la Nation a adopté des lois et a mis en place des mesures pour faire face à la crise climatique. Nous avons mis en place un cabinet national changement climatique. Nous avons présenté nos NDC dans le cadre de l'accord de Paris. Nous avons renforcé nos ambitions. Nous déployons de nombreux efforts pour développer l'énergie verte en mettant en place des parcs nationaux. Nous mettons en place de la gestion durable de nos villes, mais ce n'est pas suffisant. Si nous souhaitons accélérer ces changements, si l'on souhaite atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, si on veut passer des mots à l'action concrète, comme nous le demandent nos jeunes, comme le demandent les jeunes du monde, les jeunes argentins et d'Amérique latine, on a besoin d'aide. On a besoin des financements promis en adaptation et atténuation, comme l'a dit la présidente du Sénat de l'Italie. Les parlementaires doivent jouer un rôle pour garantir que ces engagements aient lieu grâce à nos budgets nationaux. Je me félicite que la déclaration de cette réunion inclut le concept de transition juste parce que nous avons tous des responsabilités communes mais différenciées. Merci beaucoup. Colleagues, can I... Très bien, merci beaucoup de vos contributions et de votre générosité en vous en tenant aux 2 minutes qui vous étaient imparties. Alors, je voudrais redonner la parole à Nera, au Potsi. Merci, Monsieur le Président. 3 messages. Tout d'abord, si l'on souhaite une reprise verte et salutaire, on doit comprendre qu'il y a un lien étroit entre la santé humaine et la santé de l'environnement. C'est ce concept, un monde, une santé qui inclut la santé humaine, animale et environnementale. Sans ce concept, notre santé ne sera pas protégée. Nous resterons vulnérables vis-à-vis de la prochaine crise qui peut être un agent bactérique, qui peut être le changement climatique ou la pollution de l'air. Vraiment, il y en a plein à gagner si on exécute ces plans de Paris, les traités des changements climatiques. Plein de bénéfices pour la santé qui arriveront en train de diminuer la pollution de l'air, qui va diminuer les maladies respiratoires chroniques, les cancers du poumon, toutes les maladies dégénératives cérébrales, qui aura plein de l'argent qu'on pourra épargner dans notre système sanitaire. Donc plein de bénéfices pour la santé, très positifs qui vont nous aider aussi à cette récupération économique, sociale, juste, comme on disait très bien, et puis qui va nous permettre d'avancer. Troisième message, le système naturel jouera son rôle professionnel, santé, les médecins, les hôpitaux, les infirmiers, tous ceux qui travaillent dans le secteur de la santé publique ont déjà commencé et perdent leur patience parce qu'ils voient que l'on parle trop du changement climatique, mais notre santé est en danger. Donc, il y a une contribution aux émissions de gaz à effet de serre qui provient des hôpitaux. Il y a un engagement de la part de nombreux hôpitaux du monde. L'OMS encouragera cette initiative pour arriver à un système sanitaire neutre en carbone. En 20 ans, faire en sorte que le système de santé des hôpitaux puisse réduire à 0 leurs émissions. Cela bien sûr, constitue une contribution parce qu'aujourd'hui, le système sanitaire, si c'était un pays, serait le 5e pays émetteur. Dernier message, il y a beaucoup de pays qui n'émettent pas. Dernier message en anglais.
Pollution zéro. Santé 100. Je vais le dire en français. Zéro pollution, la santé va être la gagnante. Zéro pollution. Pollution zéro. Et c'est la santé qui va gagner. En portugais et en espagnol. Pollution zéro. Tout a gagné pour la santé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Monsieur Pozzi, en conclusion? Oui, ça fonctionne? Très bien, merci. Merci beaucoup. Monsieur le Président, pas beaucoup à ajouter à ce qui vient d'être dit. Je voudrais juste dire, au cœur de la triple crise planétaire, on a nos modes de production et de consommation non durables. Et donc, la distribution de biens et les responsables de cette production et de cette consommation donc sont différents. Il y a différents types de responsabilités, il y a différents types d'impacts également. Donc on a besoin d'un changement radical. On doit s'adapter, adapter la transformation. On doit bien sûr prendre en considération le principe de responsabilité commune mais différenciée. On doit décarboner le plus tôt possible. Chaque tonne de CO2 qui est émise dans l'atmosphère à partir de maintenant est une tonne de trop. Et l'horloge tourne. Il y a 15 ans, on avait déjà mis l'environnement au cœur du développement. Et 15 ans plus tard, ce n'est toujours pas le cas. L'environnement n'est pas au cœur des politiques. Nous ne devons pas répéter les mêmes erreurs avec le changement climatique. On l'a vu, cela fait 20 ans qu'on dit qu'il y a un problème, la science l'a prouvé, donc nous devons relever ce défi en solidarité grâce à une gouvernance environnementale efficace qui permettra au Parlement de jouer leur rôle de législateur, mais également de preneur de décision en termes de budget et de contrôle. Merci beaucoup. On me dit que le directeur général Mathur, l'un des orateurs principaux, souhaite également conclure à distance. Directeur général, Monsieur Mathur, vous êtes en ligne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on a entendu tous les parlementaires s'exprimer aujourd'hui. Ils ont tous mis l'accent sur le besoin, entre autres, de renforcer l'élément renouvelable dans leur paquet énergétique. C'est important. Monsieur le Président, nous devons nous poser la question suivante. Pourquoi ne sommes-nous pas en mesure de renforcer la part des énergies renouvelables? Dans la plupart des paysages au monde, l'énergie renouvelable solaire est la moins chère que l'on puisse obtenir. Nous devons donc faire en sorte que tous les leaders du monde prennent en considération l'énergie solaire en tant qu'étant la source énergétique de choix. Pour cela, on doit comprendre ce qui se passe en fournissant les informations nécessaires pour l'atténuation climatique ou pour la réduction des dégâts environnementaux locaux ou pour réduire les importations énergétiques ou pour améliorer la qualité de vie des gens. On a les informations nécessaires pour passer à l'énergie solaire. Monsieur le Président, nous devons également faire en sorte qu'il y ait les capacités dans nos pays financières dont j'ai parlé, mais également que les personnes aient les capacités, qu'on ait les capacités politiques d'aller de l'avant. Et enfin, Monsieur le Président, nous devons faire en sorte qu'il y ait de véritables projets qui créent une demande, qui permettent de promouvoir les politiques, les processus dans l'ensemble des pays. Monsieur le Président, en conclusion, je vais souligner qu'il est essentiel pour vous tous de vous réunir afin de permettre cet échange et ce changement dans tous les pays du monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos orateurs principaux, Madame Neira, Monsieur Matour, Monsieur Pozzi, de vos contributions. Merci aux membres délégués qui ont participé au débat avec leurs interventions
très riche et éclairante. Merci beaucoup. Comme cela a été dit à plusieurs reprises cet après-midi, la reprise post-Covid doit mettre l'accent sur la transition mondiale vers une économie verte. Nous devons donc agir ensemble. Les défis sont trop importants. Les objectifs dont le monde est vulnérable, notre collègue du Pays-Bas a parlé du droit à la vie et du droit à la santé. Il a raison. On doit mettre l'accent là-dessus. Autre thème du débat, c'était les inégalités. Nous ne participons pas tous au même voyage. Nous devons tous partir du même point de départ. Les inégalités sont un fait. Comme ça a été dit, nous avons un impératif, celui de la justice sociale, justice environnementale qui doit rester dans nos esprits à tout moment dans la formulation de politiques publiques visant la reprise. Notre collègue espagnol a parlé de transition juste. Beaucoup de collègues ont parlé d'impératif moral. Il s'agit de quelque chose que l'on doit aux générations futures. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Voilà, cela conclut notre première session. Nous allons directement passer à la deuxième session. Il n'y aura pas de pause. Très bien, je vous souhaite une bonne deuxième session et j'attends avec impatience la poursuite des débats. Merci beaucoup.